Marguerite, une mécanicienne sans abri, voulait simplement un verre d'eau, mais elle s'est retrouvée entourée par les ingénieurs de la propriété et le millionnaire lui-même, qui criait à son visage « Vous, réparez un tracteur de 8 millions d'euros. Même dans mes rêves, certainement pas. » Les ouvriers se sont moqués. Les ingénieurs l'ont regardée comme si elle était une moins que rien. Mais Marguerite a serré les poings, a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose qui a glacé tout le monde. « Donnez-moi 3 minutes. Je vais vous montrer qui ne peut pas maîtriser une machine. » Le silence s'est installé sur le domaine viticole, et quand elle a fait le premier pas vers ce tracteur géant, quelque chose s'est produit que ni le millionnaire ni les ingénieurs ne pouvaient croire. Marguerite Lefebvre avait 23 ans quand la vie l'a jetée dans les rues poussiéreuses de Bordeaux, comme on jette un morceau de papier froissé. Mais, mes amis, cette jeune fille n'était pas n'importe qui s'est retrouvée à la rue. Non, monsieur. Marguerite avait obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques de Toulouse, spécialisé en systèmes hydrauliques pour machines lourdes. Imaginez une jeune femme brillante avec tout un avenir devant elle, marchant maintenant sur les chemins de terre avec un sac à dos usé sur l'épaule. Ce sac à dos, mon Dieu, ce sac à dos contenait les seuls outils qui lui restaient au monde, les mêmes qui avaient appartenu à son grand-père, Monsieur Jules Lefebvre. Et Monsieur Jules n'était pas un mécanicien ordinaire. Non, monsieur. Pendant 40 ans, cet homme avait été une légende dans toute la région bordelaise. Le meilleur mécanicien de tracteur que ces terres aient jamais connu. Depuis que Marguerite avait 12 ans, son grand-père l'emmenait aux ateliers, où il lui enseignait chaque secret, chaque son, chaque vibration qu'une machine pouvait produire. « Ma petite !» lui disait Monsieur Jules, pointant ses mains tachées d'huile vers le cœur d'un moteur. « Une machine est comme une personne. Chacune a son propre langage, sa propre façon de dire que quelque chose fait mal. Tu dois apprendre à les écouter avec l'âme, pas seulement avec les oreilles. » Et Marguerite avait appris, malheureusement, comme elle avait appris. Mais la vie, cette professeure cruelle, avait d'autres plans pour elle. Tout s'est effondré quand son père, fils de Monsieur Jules, a subi un AVC grave qui l'a laissé paralysé du côté gauche. Les médecins de l'hôpital Pellegrin ont dit qu'il avait besoin de thérapie intensive, de médicaments coûteux et de soins 24 heures sur 24. Marguerite a vu ses économies de toute une vie s'évaporer en quelques semaines. D'abord, les meubles ont disparu, puis le petit atelier que son père avait hérité, et enfin, la modeste maison où elle avait grandi. Elle vivait dans les rues depuis 8 mois quand notre histoire commence. 8 mois à dormir sur des bancs de parc dans de petites villes, offrant de réparer des moteurs de scooters, des pompes à eau, tout ce qui était nécessaire, en échange de quelques euros qu'elle gardait religieusement dans un petit sac en tissu attaché à sa taille. Chaque euro servait à acheter les médicaments de son père. Chaque pièce représentait un peu plus d'espoir qu'il se rétablisse. Mais elle n'a jamais perdu sa dignité. Bien que ses vêtements soient tachés et marqués par le soleil fort, bien que ses mains soient calleuses et son estomac gronde de faim, Marguerite marchait le front haut, car elle savait qui elle était, connaissait sa valeur, savait ce que ses mains portaient, le savoir que son grand-père lui avait transmis avec tant d'amour. Maintenant, de l'autre côté de ce monde inégal, vivait un homme nommé Monsieur Sébastien Beaumont. Et quand je dis qu'un autre monde existait, croyez-moi, je n'exagère pas du tout. Monsieur Sébastien était le propriétaire du domaine Les Vignes d'Or, la plus grande propriété viticole de toute la Gironde, avec ses 350 hectares de vignobles s'étendant comme une mer verte sous le soleil. Ce domaine valait, tenez-vous bien, car la valeur est impressionnante, 180 millions d'euros. Monsieur Sébastien avait 52 ans et son cœur s'était transformé en pierre il y a 3 ans. Savez-vous pourquoi, mes amis ? Parce qu'une nuit de pluie torrentielle, un accident de voiture avait emporté sa femme Isabelle et son fils unique, Sébastien Junior, qui n'avait que 16 ans. Ils ont été retrouvés 2 jours plus tard, enlacés, comme si dans leurs derniers moments ils avaient cherché à se protéger l'un l'autre. Depuis lors, Monsieur Sébastien était une personne différente. Il n'était plus le patron bienveillant que ses ouvriers connaissaient. Non, monsieur.
Il était devenu un homme dur comme l'acier, méfiant, qui voyait des ennemis et des paresseux partout. Il traitait ses 200 employés avec une froideur qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. L'année dernière, il avait licencié 5 ingénieurs agronomes, tous avec des masters et des doctorats, les accusant d'être incompétents parce qu'aucun d'eux ne pouvait atteindre ces normes impossibles. « Dans ce domaine, disait-il d'une voix comme le tonnerre, où vous travaillez avec excellence, où vous êtes dehors. Il n'y a pas de demi-mesure. Ma famille a construit cet empire avec sueur et sacrifice, et je ne permettrai à personne de tout gâcher par paresse ou ignorance. » Et c'était le problème, vous comprenez? Monsieur Sébastien était tellement prisonnier de sa douleur, tellement déterminé à contrôler chaque détail de son domaine, parce que c'était tout ce qui lui restait, qu'il ne voyait même plus les gens. Tout ce qu'il voyait, c'était des diplômes, des certificats et des uniformes. Si vous n'aviez pas de diplôme universitaire, pour lui, vous n'existiez pas. Maintenant, le jour est arrivé où ces deux vies allaient entrer en collision comme deux trains sur les mêmes rails. C'était la 2e semaine de novembre, pleine période de vendange. Et au domaine Les Vignes d'Or, il y avait une machine plus importante que toutes les autres réunies. Un tracteur John Deere 8R410, une magnifique machine d'ingénierie allemande qui coûtait, eh bien, tenez-vous bien à nouveau, 8 millions d'euros. Ce tracteur était le cœur de toute l'opération de récolte, contrôlant le système mécanisé qui traitait les vignes sur 300 hectares. Et ce matin-là, mes amis, ce matin-là, son cœur s'est arrêté de battre. Monsieur Sébastien avait fait un appel d'urgence à la concession John Deere de Bordeaux. 2 ingénieurs sont arrivés dans une camionnette blanche étincelante, avec leurs uniformes impeccables et des valises pleines d'outils informatisés qui coûtaient plus qu'une voiture neuve. Leurs noms étaient l'ingénieur Marc Dubois et l'ingénieur François Martin, tous deux avec plus de 15 ans d'expérience chacun. Ces hommes transpiraient depuis 6 heures sous le soleil de Bordeaux, avec leurs ordinateurs portables connectés au port de diagnostic du tracteur, murmurant entre eux avec des visages de plus en plus préoccupés. Le problème était le système hydraulique qui contrôlait l'équipement de récolte, cette pièce vitale qui levait et abaissait les bras mécaniques avec la précision d'un chirurgien. Il avait complètement cessé de fonctionner, et il ne trouvait pas le problème. Monsieur Sébastien faisait les 100 pas de la maison principale au champ comme un lion en cage, avec son téléphone portable collé à l'oreille, criant des ordres impossibles. « Cela me coûte 40 000 euros par jour que cette machine soit arrêtée. 40 000 euros, et vous me dites que vous ne savez pas ce qui se passe, c'est pour ça que je vous paie 500 euros de l'heure de consultation chacun. » Les ingénieurs essayaient d'expliquer que le système était extrêmement complexe, qu'il y avait 200 capteurs, 50 valves, des kilomètres de tuyaux pressurisés, mais M. Sébastien ne voulait pas d'explication. Il voulait des résultats. C'est à ce moment précis, quand l'horloge a sonné 3 heures de l'après-midi et que le soleil punissait impitoyablement les vignobles, que Marguerite Lefebvre est apparue en marchant sur le chemin de terre qui longeait le domaine. Elle portait un jean usé qui était autrefois bleu, mais qui avait maintenant une couleur indéfinissable, un t-shirt en coton avec le logo délavé d'un atelier mécanique et des sandales qu'elle avait elle-même réparées avec du fil de fer, parce que les semelles se détachaient. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval désordonnée et sa peau claire était bronzée par des mois de marche au soleil. Elle venait simplement demander de l'eau au poste de garde. Rien de plus que de l'eau, car le soleil de novembre en Gironde ne pardonne pas. Et elle marchait depuis 6 heures du matin. Mais alors, mon Dieu, alors elle a entendu ce son. C'était un bruit venant des champs où se trouvait le tracteur. Un sifflement cassé, suivi d'un coup métallique, puis un gémissement hydraulique qui montait et descendait en ton. Marguerite s'est arrêtée brusquement, comme si quelqu'un l'avait tirée par un fil invisible. Elle connaissait ce son. Elle avait entendu ce son des centaines de fois dans l'atelier de son grand-père. C'était le cri indubitable d'un système hydraulique en cavitation dû à l'entrée d'air dans la ligne de retour. Sans réfléchir à 2 fois, sans considérer les conséquences,
Marguerite s'est approchée du portail d'entrée du domaine, où un gardien de sécurité en uniforme, au visage sévère, l'a examiné de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. « Écoutez, monsieur, » dit Marguerite d'un ton clair mais respectueux. « Désolé de déranger, mais j'ai entendu le tracteur là-bas. Je sais quel est le problème. Je peux aider. » Le gardien, un homme d'une cinquantaine d'années avec une moustache épaisse nommé Rodolphe, a lâché un rire qui ressemblait à un aboiement. « Vous aidez, regardez-moi ça, petite. Il y a 2 ingénieurs avec des diplômes universitaires qui essaient de réparer cette machine depuis 6 heures. Et vous pensez vraiment que vous allez arriver ici et résoudre leurs problèmes avec cette allure? Allez, continuez votre chemin et ne me faites pas perdre mon temps. » Mais Marguerite n'a pas bougé. Elle a serré les poings, sentant les bretelles de son sac à dos pressées sur ses épaules maigres. « S'il vous plaît, monsieur, je sais ce qui ne va pas avec ce tracteur. Je sais exactement ce qui se passe. Je ne veux pas d'argent, je le jure. Je veux juste aider. Et peut-être que si je parviens à le réparer, vous pourriez me donner quelque chose à manger et me laisser appeler l'hôpital où se trouve mon père. C'est tout ce que je demande. » Le gardien Rodolphe était sur le point de lui fermer le portail au nez quand le scandale a attiré exactement ce que la jeune fille ne voulait pas. L'attention de M. Sébastien Beaumont lui-même. « Rodolphe, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi crie-t-elle ainsi à l'entrée de ma propriété? C'est un marché ?» M. Sébastien marchait de la maison principale avec ses pas longs et furieux que tous ses ouvriers connaissaient et craignaient déjà. Il mesurait 1,85. Il avait les cheveux gris coiffés en arrière avec du gel et habillé comme d'habitude. Pantalon beige, chemise blanche à manches longues impeccablement repassée et bottes en cuir de style cow-boy qui coûtaient plus que tout ce que Marguerite avait vu dans sa vie. Ses yeux marron foncé étaient rouges à cause du manque de sommeil et de la frustration accumulée. Quand son regard s'est posé sur Marguerite, mes amis, quand cet homme a vu cette jeune femme maigre et poussiéreuse, debout près du portail, quelque chose dans son expression s'est tordu. Ce n'était pas seulement du mépris, c'était pire. C'était ce mélange de dégoût et de pitié que les riches ressentent parfois quand ils regardent les pauvres, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. « Patron, » expliqua Rodolphe rapidement, « cette fille dit qu'elle peut réparer le tracteur. Je lui disais de partir, mais elle insiste. » Monsieur Sébastien est resté silencieux un moment, regardant Marguerite de la tête aux pieds. Puis il a lâché un rire, mais ce n'était pas un rire de joie. Non, monsieur, c'était un rire amer, plein de venin. « Vous allez réparer mon tracteur John Deere de 8 millions d'euros. » Il s'est approché, et Marguerite pouvait sentir son eau de Cologne chère, si différente de l'odeur d'huile et de terre à laquelle elle était habituée. « Regardez-moi ça, une mendiante sale qui n'a même pas d'argent pour acheter des chaussures décentes, et elle veut me dire qu'elle en sait plus que 2 ingénieurs certifiés par John Deere, que je paye 500 € de l'heure chacun ?» Marguerite a senti ses joues brûler, mais elle a gardé sa voix ferme. « Monsieur, je ne dis pas que j'en sais plus que personne, je dis seulement que je reconnais le son que cette machine fait. C'est de la cavitation dans le système hydraulique. »« Cavitation !» Monsieur Sébastien a presque craché le mot. « Écoutez ce qu'elle dit, elle utilise même des termes techniques. Où avez-vous appris ça, mademoiselle? Sur YouTube? Ou un mécanicien vous a dit ça pendant que vous travailliez dans un atelier pour quelques pièces ?» Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Marguerite à ce moment-là. Ce n'était pas seulement la faim de 8 mois, ce n'était pas seulement la fatigue de dormir dans les rues, ce n'était pas seulement l'inquiétude constante pour son père. C'était l'écho de toutes les fois où quelqu'un l'avait regardée de cette façon, comme si elle ne valait rien, comme si toutes ses connaissances et ses efforts ne signifiaient absolument rien, parce qu'elle portait des vêtements sales. « Mon grand-père me l'a appris, » dit-elle, sa voix tremblant à peine. « Monsieur Jules Lefebvre a travaillé pendant 40 ans comme mécanicien de tracteur. J'ai étudié à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques de Toulouse. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs en systèmes hydrauliques pour machines lourdes. Et depuis l'âge de 12 ans, mon grand-père m'emmenait à... » « Jules Lefebvre »
La voix de Monsieur Sébastien a changé si brusquement que même le gardien Rodolphe a sursauté. Le patron a pâli, et ses mains, qui jusqu'à ce moment étaient ostensiblement drapées sur sa ceinture, pendaient maintenant le long de son corps. « Jules Lefebvre, vous avez dit ?»« Oui, monsieur. Il a travaillé pour votre famille pendant 25 ans. Il était le mécanicien personnel de votre père, monsieur Robert Beaumont. Je suis sa petite-fille, Marguerite Lefebvre. Oh, mes amis, vous auriez dû voir le visage de monsieur Sébastien à ce moment-là. C'était comme si quelqu'un lui avait donné une gifle invisible. Il se souvenait. Bien sûr qu'il se souvenait. Comment pourrait-il ne pas se souvenir du vieux Jules, ce petit homme souriant qui sentait toujours l'huile de moteur et qui pouvait ressusciter n'importe quelle machine d'un simple toucher? Monsieur Sébastien avait 20 ans quand son père, dans un accès de cruauté calculée, avait licencié monsieur Jules après que le vieil homme soit tombé malade avec le diabète et ne pouvait plus travailler les mêmes longues heures. Sans indemnité de licenciement, sans retraite, sans rien. Juste, nous n'avons plus besoin de vous après 25 ans de loyauté. Et monsieur Sébastien, le jeune Sébastien de cette époque, n'avait rien dit. Il n'avait pas défendu le vieux mécanicien. Il était resté silencieux, un lâche, pendant que son père jetait à la rue un homme qui avait servi sa famille avec dévotion. Mais ce souvenir, cette vieille culpabilité, ce sentiment inconfortable, n'a fait qu'enrager encore plus monsieur Sébastien. Parce que c'était son schéma, vous comprenez? Quand il se sentait vulnérable, quand quelque chose le blessait à l'intérieur, il attaquait comme un animal blessé qui mord n'importe qui. Ah, donc vous êtes la petite-fille du vieux Jules. Quelle commodité! Sa voix est revenue tranchante comme un rasoir. Dites-moi, mademoiselle, votre grand-père a-t-il aussi fini par mendier dans la rue? Ou êtes-vous la seule à vous être abaissée autant, inventant des histoires sur le fait de savoir réparer des machines de 8 millions d'euros? À ce moment-là, un groupe s'était déjà rassemblé d'ouvriers. La nouvelle qu'il y avait une mendiante qui discutait avec le patron s'était répandue comme un feu dans la paille sèche, et il y avait déjà environ 20 hommes et femmes formant un demi-cercle autour de la scène. Parmi eux se trouvait monsieur Arthur, un ouvrier de 62 ans qui était au domaine depuis 35 ans et qui avait bien connu monsieur Jules. Les deux ingénieurs de John Deere se sont également approchés, curieux de l'agitation. Quand ils ont vu Marguerite, l'ingénieur Marc Dubois a lâché un grognement d'incrédulité. « Vous me dites que cette fille dit qu'elle peut diagnostiquer ce que nous n'avons pas pu », dit-il à l'ingénieur François Martin, assez fort pour que tout le monde puisse entendre. C'est une insulte à notre profession. Nous avons étudié 5 ans à l'université, nous avons des certifications internationales, et maintenant on découvre que n'importe qui peut faire notre travail? Monsieur Sébastien a entendu cela, et quelque chose lui est venu à l'esprit, une idée cruelle, perverse, mais qui à ce moment-là lui semblait parfaite. Une façon d'humilier définitivement cette petite fille impertinente et, par la même occasion, de donner une leçon à tous ses employés sur quelle était leur place dans le monde. « Vous savez quoi ?» dit monsieur Sébastien, élevant la voix pour que tous puissent entendre. « Je vais faire quelque chose de généreux. Je vais donner à la petite fille du vieux Jules une chance de démontrer toutes les connaissances qu'elle prétend posséder. » Il s'est tourné vers Marguerite avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vais vous donner exactement 3 minutes, mademoiselle. 3 minutes pour diagnostiquer le problème de mon tracteur. Si dans ce temps vous pouvez me dire exactement quel est le problème que ces 2 ingénieurs avec 15 ans d'expérience chacun n'ont pas pu trouver en 6 heures, alors je vous donnerai 5 000 €, 3 repas chauds et un appel téléphonique où vous voulez. » La foule a murmuré, surprise. 5 000 €, c'était beaucoup d'argent pour n'importe lequel d'entre eux. C'était presque le salaire de 2 mois d'un ouvrier agricole. Mais la voix de Sébastien est devenue dure comme l'acier. « Mais si vous échouez, si vous ne parvenez pas à diagnostiquer correctement le problème, si vous gaspillez mon temps et le temps de ces ingénieurs, alors je vous livrerai moi-même à la police municipale pour intrusion sur propriété privée et tentative de fraude et d'extorsion.
Compris? Vous passerez les 3 prochains mois en prison à Bordeaux. Et croyez-moi, mademoiselle, j'ai les contacts pour m'assurer de cela. Marguerite a senti sa bouche se dessécher. Elle n'avait pas peur d'aller en prison pour elle-même. Mais qui allait apporter les médicaments à son père? Qui allait payer l'hôpital? Son père s'améliorait lentement, mais il avait encore besoin de soins constants. « Monsieur, je voulais juste 3 minutes », l'interrompit monsieur Sébastien, regardant sa Rolex en or. « Commencez maintenant ou partez immédiatement et oubliez que cet endroit existe. Vous décidez. » L'ingénieur Marc a croisé les bras, offensé. « C'est ridicule, monsieur Sébastien. C'est une perte de temps. Cette machine a un système hydraulique avec plus de 200 composants. Il y a 50 valves différentes, 7 pompes, des dizaines de capteurs. Même un mécanicien avec 20 ans d'expérience ne pourrait pas diagnostiquer en 3 minutes sans outil de diagnostic. » « Précisément, » répondit monsieur Sébastien, sans détourner les yeux de Marguerite. « Parce que quand elle échouera, je veux que vous tous voyiez ce qui arrive quand quelqu'un prétend être quelque chose qu'il n'est pas. Quand quelqu'un ose se comparer à des professionnels qui ont vraiment étudié et se sont préparés. » Marguerite a regardé vers le tracteur qui pouvait être vu à environ 50 mètres, brillant sous le soleil de l'après-midi. Elle a regardé les visages des ouvriers qui l'observaient avec un mélange de curiosité, de pitié et, dans certains cas, d'espoir. Elle a regardé le vieux monsieur Arthur qui la fixait attentivement, avec les yeux embués, comme s'il voyait le fantôme de son vieil ami Jules dans le visage de sa petite fille. Et alors Marguerite a pensé à son grand-père, à tous ces après-midi dans l'atelier quand il lui disait « Ma chérie, la vraie connaissance ne vient pas d'un papier accroché au mur, elle vient d'ici. » Et il touchait sa poitrine. Et d'ici, et il touchait ses mains calleuses. Qui sait, et personne ne peut lui enlever ça. Marguerite a redressé ses épaules, a ajusté les bretelles de son sac à dos et a regardé monsieur Sébastien droit dans les yeux. « J'accepte, » dit-elle clairement, « mais avec une condition. Quand je ferai le bon diagnostic de ce tracteur, vous vous excuserez devant tous ces témoins. Vous admettrez que vous m'avez jugé par mes vêtements, pas par mes connaissances. Et vous apprendrez que l'argent n'achète pas le savoir, le respect se gagne. » Le silence qui a suivi était si profond qu'on pouvait entendre le vent murmurer à travers les vignobles. Monsieur Sébastien est resté debout, la bouche légèrement ouverte, surpris par l'audace de cette jeune femme qui avait tout à perdre et rien à gagner. « D'accord, » dit-il finalement avec un rire sec. « Si par quelque miracle divin vous réussissez l'impossible, je m'excuse. Mais croyez-moi, mademoiselle, les miracles n'arrivent pas souvent. Le temps commence maintenant. » Et Marguerite Lefebvre a marché vers ce tracteur de 8 millions d'euros avec 30 paires d'yeux fixés dans son dos, portant dans ses mains tout le poids de l'héritage de son grand-père. Marguerite a marché vers le tracteur avec des pas fermes, bien qu'elle sente ses jambes trembler. Monsieur Sébastien a pris son téléphone portable et a activé le chronomètre, le levant pour que tous puissent voir l'écran. 3 minutes. 180 secondes pour prouver qu'elle valait quelque chose dans ce monde cruel qui jugeait les gens par leurs chaussures usées au lieu de leur cœur. Les deux ingénieurs la suivaient à quelques mètres derrière, les bras croisés et avec des expressions d'irritation à peine dissimulées. L'ingénieur François murmurait à l'ingénieur Marc « C'est un cirque, un manque total de respect pour notre profession. » Mais ce qui s'est passé ensuite, laissez-moi vous dire, ce qui s'est passé dans les minutes suivantes a défié toute logique, toute attente, tout ce que ces gens pensaient savoir sur le monde. Marguerite s'est approchée du tracteur John Deere 8R410, cette magnifique machine de métal vert et jaune, brillant sous le soleil de Bordeaux, mais elle n'y est pas montée immédiatement, n'a pas touché de contrôle, n'a pas demandé d'outils. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qui a laissé tout le monde perplexe. Elle a commencé à marcher autour de la machine, lentement, avec des pas mesurés, observant le sol. Ses yeux ont parcouru les taches d'huile hydraulique qui formaient des flaques sombres sur le sol poussiéreux. Elle s'est accroupie, a touché une des taches avec ses doigts, l'a frottée entre ses doigts calleux et l'a sentie.
Ensuite, elle s'est levée et a continué son inspection circulaire, observant la position du bras hydraulique de l'équipement arrière, car il pendait à un angle légèrement incorrect, comme un oiseau avec une aile cassée. « 1 minute !» annonça M. Sébastien d'une voix rauque. Marguerite n'a pas répondu. Elle est restée immobile à côté du tuyau hydraulique principal qui allait du tracteur à l'équipement de récolte. Elle l'a touché avec ses mains, sentant les vibrations résiduelles qui restaient dans le métal. Puis, et cela a laissé tout le monde sans voix, elle a fermé les yeux. « Ingénieur Dubois, dit-elle calmement, sans ouvrir les yeux. Pourriez-vous démarrer le moteur du tracteur, s'il vous plaît ? Juste le moteur. N'essayez pas d'activer aucun système hydraulique. » L'ingénieur Marc a regardé M. Sébastien, qui a hoché la tête avec impatience. L'ingénieur est monté dans la cabine et a tourné la clé. Le moteur diesel a pris vie avec ce son profond et puissant caractéristique des grands moteurs John Deere, faisant vibrer l'air autour. Et Marguerite, toujours les yeux fermés, a simplement écouté. 30 secondes se sont écoulées. Les ouvriers la regardaient, fascinés, observant cette petite fille maigre debout à côté du tracteur, comme si elle était en transe, la tête légèrement inclinée, les yeux fermés, les mains tendues, sentant les vibrations qui parcouraient le métal. Monsieur Arthur, le vieil ouvrier qui avait connu Monsieur Jules, a senti ses yeux se remplir de larmes, parce qu'il avait déjà vu cette même scène des centaines de fois, 30 ans auparavant, quand le vieux Jules faisait exactement la même chose. « Les machines parlent, disait Monsieur Jules, mais vous devez connaître leur langue, vous devez écouter avec plus que juste vos oreilles. 2 minutes, cria Monsieur Sébastien. Vous avez 1 minute, mademoiselle, 1 minute pour votre diagnostic miraculeux. Les yeux de Marguerite se sont ouverts. Éteignez le moteur, s'il vous plaît. Le silence qui a suivi quand le moteur s'est arrêté était absolu. Marguerite a marché directement vers Monsieur Sébastien, et quand elle a parlé, sa voix portait une certitude qui a fait que même le patron autoritaire a fait un pas involontaire en arrière. « Valve proportionnelle du circuit auxiliaire numéro 3, dit Marguerite d'une voix cristalline. Elle présente un blocage par cavitation dû à l'entrée d'air dans la ligne de retour du système hydraulique. L'air entre spécifiquement à travers un joint torique en caoutchouc rompu dans le raccord rapide hydraulique de l'équipement arrière qui connecte la 3e ligne du collecteur principal. Cette valve, qui est située dans le bloc de contrôle hydraulique sous le châssis, à environ 60 cm derrière le réservoir de carburant, elle surveille la pression de l'huile qui s'écoule vers le cylindre maître du bras de levage. Quand il y a de l'air dans le système, la valve ne peut pas maintenir la pression constante nécessaire, qui doit être exactement de 210 bars. Et c'est pourquoi l'équipement ne répondait pas aux commandes électroniques de la cabine. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre les oiseaux chanter dans les vignobles lointains. L'ingénieur Marc Dubois a pâli. L'ingénieur François Martin était bouche bée. Sa tablette électronique de diagnostic flottait oubliée dans sa main. « C'est impossible », balbutia l'ingénieur Marc. « Cette valve est enterrée profondément dans le système. Pour y accéder, il faut 4 heures pour démonter. Nous n'avions même pas encore envisagé de vérifier le raccord rapide de l'équipement. »« Pourquoi pas ?» demanda Marguerite, se tournant pour le regarder. « Quand vous êtes arrivé, la première chose que vous auriez dû faire était de vérifier les connexions rapides des tuyaux, parce que ces tuyaux en caoutchouc se fissurent avec le temps. Surtout si la machine fonctionne à des températures élevées et qu'il y a de la poussière dans l'air. Mon grand-père disait toujours que 80% des pannes hydrauliques commencent dans les connexions, pas dans les pompes ou les valves. Mais la plupart des mécaniciens cherchent des problèmes compliqués d'abord, parce qu'ils croient qu'une machine qui coûte 8 millions d'euros ne peut pas tomber en panne pour quelque chose d'aussi simple qu'un joint torique de 50 centimes. Monsieur Sébastien a regardé le chronomètre. 2 minutes et 40 secondes. Elle avait diagnostiqué le problème avec 20 secondes de reste. N'importe qui peut inventer un diagnostic technique, dit Monsieur Sébastien, mais sa voix n'avait déjà plus autant de certitude. Les mots ne coûtent rien. Démontrez-le, réparez-le.
Marguerite a retiré son sac à dos de ses épaules et l'a ouvert. Elle a sorti une clé à laine de 6000 lettres, un chiffon propre qu'elle avait lavé dans une rivière 2 jours auparavant et un petit flacon d'huile hydraulique ISO 46 qu'elle avait réussi à négocier en réparant une pompe à eau dans une ferme. C'était tous ces biens précieux dans le monde. « Ingénieur du bois, dit Marguerite avec tout le respect, pourriez-vous m'aider? J'ai besoin que vous teniez ce chiffon ici. En libérant la pression résiduelle du système, un jet d'huile pressurisée sortira, et je ne veux pas le gaspiller. » L'ingénieur Marc, toujours sous le choc, a hoché la tête mécaniquement et a pris le chiffon. Ce qui s'est passé ensuite était comme regarder un chirurgien expérimenté au milieu d'une opération. Marguerite a glissé sous le tracteur et a localisé le point exact qu'elle avait décrit, et avec des mouvements précis et confiants, elle a commencé à travailler. Ses mains bougeaient avec une confiance qu'on n'acquiert qu'avec des années de pratique, avec des milliers d'heures à toucher le métal et l'huile. Le raccord rapide a une vis de purge ici, expliqua-t-elle pendant qu'elle travaillait, sa voix étouffée sous la machine. Si je la desserre dans le sens anti-horaire, exactement 3 tours et demi, je peux libérer la pression piégée dans le circuit sans avoir à démonter toute la ligne. Monsieur Jules appelait ça une valve d'urgence improvisée, parce que les manuels officiels disent qu'il faut démonter tout le système pour faire un nettoyage complet. Mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez le faire en moins de 3 minutes. Un sifflement aigu est sorti du système, suivi d'un jet de fluide hydraulique que l'ingénieur Marc a capturé avec le chiffon. Le liquide était de couleur ambre foncé, et on pouvait y voir de minuscules bulles d'air, confirmant exactement ce que Marguerite avait dit. « Vous voyez ces bulles ?» demanda Marguerite, travaillant toujours. « C'est l'air qui entre dans le système. Maintenant, je vais ajuster manuellement la valve proportionnelle. Il y a une vis de calibrage qui permet d'ajuster la pression de base du système. La plupart des mécaniciens ne savent pas que cela existe parce que ce n'est pas dans les manuels publics, seulement dans les manuels de services certifiés qui coûtent 2000 €. Mais mon grand-père connaissait tous ces secrets parce qu'il travaillait directement avec les ingénieurs de John Deere en Allemagne quand il était jeune. 60 secondes de plus, ses doigts tournant la clé à laine avec une précision millimétrique. Puis, elle est sortie de dessous le tracteur avec le visage et les bras couverts d'huile noire, mais ses yeux brillaient d'une concentration absolue. Le joint torique du raccord était cassé, comme je l'ai dit. Normalement, nous aurions besoin de le remplacer, mais je peux faire une réparation temporaire qui durera environ 2 semaines jusqu'à ce que la pièce originale arrive. Marguerite a retiré une de ses sandales, a arraché une fine bande de la semelle en caoutchouc et avec un petit couteau qu'elle a sorti de sa poche, l'a coupé avec une précision chirurgicale. Caoutchouc, haute densité. Ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionnera. Mon grand-père a une fois réparé le tuyau hydraulique d'un tracteur du gouverneur en utilisant un pneu de vélo et du grillage à poules, et ce tracteur a fonctionné pendant 5 ans de plus sans problème. Elle a de nouveau glissé sous le tracteur et a monté sa structure improvisée, puis elle est sortie, a essuyé ses mains sur son jean et a regardé M. Sébastien droit dans les yeux. « Démarrez le tracteur, M. Sébastien, activez le système hydraulique et préparez-vous à vous excuser. » Monsieur Sébastien est monté dans la cabine avec des mouvements raides, presque mécaniques. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tournait la clé et le moteur rugissait de nouveau à la vie. Puis avec le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles, il a actionné le contrôle hydraulique de l'équipement. Le bras de levage s'est déplacé doucement vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Chaque mouvement était précis, contrôlé. Parfait. Le système hydraulique répondait avec la précision d'une montre suisse, sans aucun tremblement, sans délai, sans bruits étranges. Il fonctionnait parfaitement. L'ingénieur François Martin a pris sa tablette de diagnostic et l'a connectée au port. Ses yeux se sont écarquillés de choc quand il a vu les lectures. Pression du système, 210 bars, exact. Température dans la plage normale, flux idéal, aucun code d'erreur. Le système fonctionne avec 100% d'efficacité. Un ouvrier a commencé à applaudir, puis un autre, puis un autre.
En quelques secondes, tous les 30 ouvriers applaudissaient. Certains criaient, certains pleuraient d'émotion pure, d'avoir été témoins de quelque chose d'impossible devenir réalité. Monsieur Arthur, le vieil ouvrier, a marché vers Marguerite avec des larmes coulant sur ses joues ridées. « Vous êtes exactement comme votre grand-père, petite. Exactement comme lui. Monsieur Jules serait tellement fier de vous qu'il n'aurait pas de mots. » Marguerite a senti sa voix flancher, mais elle s'est tenue ferme. Elle s'est tournée vers monsieur Sébastien, qui était toujours assis dans la cabine du tracteur, les mains agrippant le volant avec force, regardant droit devant lui comme s'il était en état de choc. « Mon diagnostic était correct, » dit Marguerite d'une voix claire. « J'ai réparé votre tracteur en moins de 3 minutes, exactement comme vous l'avez demandé. Maintenant, monsieur Sébastien Beaumont, vous avez quelque chose à me dire. » Sébastien est descendu du tracteur avec des mouvements lents, comme si chaque pas nécessitait un effort surhumain. Son visage avait perdu toute couleur, et ses mains qui gesticulaient toujours avec autorité et pouvoir, tremblaient maintenant visiblement. Il a retiré ses lunettes de soleil, et tout le monde pouvait voir ses yeux. Ils étaient vitreux, remplis d'une émotion qu'il avait gardée réprimée pendant 3 ans. Il s'est arrêté devant Marguerite, et pendant un moment terrible, il n'y avait que le silence. Les ouvriers retenaient leur souffle. Les 2 ingénieurs regardèrent le sol, embarrassés. Le vent murmurait à travers les vignobles, comme si même la nature attendait. Monsieur Sébastien a commencé, et sa voix s'est brisée. Il a essayé de se ressaisir, mais c'était inutile. « Je vous ai demandé de me dire ce qui n'allait pas avec le tracteur, et vous n'avez pas seulement diagnostiqué, vous avez résolu, en moins de 3 minutes. » Il s'est passé la main sur le visage. Quelque chose que même 2 ingénieurs certifiés n'ont pas pu faire en 6 heures. Marguerite n'a rien dit. Elle l'a juste regardé avec ses yeux marrons qui avaient déjà vu trop de souffrance pour quelqu'un de 23 ans. « J'avais tort, » dit monsieur Sébastien, et ces 2 mots semblaient arrachés du fond de sa poitrine. « J'avais tort à votre sujet. Je vous ai jugé par vos vêtements, par votre apparence, par votre situation. Je vous ai appelé, mon Dieu, je vous ai appelé mendiante, folle, audacieuse. » Sa voix ne faisait qu'empirer. « Je vous ai menacé de prison. Je vous ai humilié devant tous ces témoins. Et vous vouliez juste aider. Vous vouliez juste utiliser les connaissances que votre grand-père vous a transmises avec tant d'amour. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues de monsieur Sébastien, et il n'a fait aucun effort pour les essuyer. Votre grand-père, monsieur Jules Lefebvre, était le meilleur homme que ma famille ait jamais connu. Quand j'étais enfant, il m'apprenait comment les moteurs fonctionnaient. Il s'asseyait avec moi dans l'atelier et m'expliquait les choses avec une patience infinie, même si j'étais le fils du patron, et lui juste le mécanicien. Il ne m'a jamais traité différemment. Il m'a traité comme si j'étais important, comme si mes questions d'enfant stupide valaient son temps. Monsieur Arthur s'est avancé avec une voix tremblante. « Patron, monsieur Jules parlait toujours de vous avec respect. Il disait que vous étiez un bon garçon, avec un cœur noble. Mais après que monsieur Robert l'ait renvoyé sans rien après 25 ans de service loyal, monsieur Jules n'a plus jamais été le même. » Sébastien a fermé les yeux comme si ces mots étaient des poignards. « Je sais, j'avais 20 ans. Mon père l'a licencié, 20 ans, et je suis resté silencieux. Je n'ai rien dit, je ne l'ai pas défendu. J'ai laissé mon père expulser un homme qui me traitait comme un fils, qui avait consacré un quart de siècle de loyauté absolue à notre famille. Et savez-vous pourquoi je suis resté silencieux ?» Personne n'a répondu. Par lâcheté, monsieur Sébastien a craché le mot comme si c'était du poison. Par peur de contredire mon père, par orgueil stupide, par penser que j'étais supérieur parce que je suis né dans un berceau d'or pendant que monsieur Jules est né sur un matelas de paille. Il s'est tourné complètement vers Marguerite. « Votre grand-père est mort sans retraite, n'est-ce pas? Il est mort pauvre, après tout ce qu'il a fait pour nous. » Marguerite a hoché la tête lentement, la gorge serrée. « Il est mort. Il y a 6 mois dans un hôpital public, dans un lit partagé avec 2 autres patients.
Papa était trop malade pour aller lui dire au revoir. J'étais dans la rue quand c'est arrivé. Je ne suis pas arrivé à temps pour tenir sa main. » Un sanglot s'est échappé de monsieur Sébastien. Cet homme orgueilleux, ce patron puissant, s'est complètement effondré devant tous ses employés. Il a mis ses mains sur son visage et a pleuré avec le désespoir de quelqu'un qui porte la culpabilité depuis des décennies. « Je suis désolé, dit-il entre les sanglots. Je suis tellement désolé, Marguerite. Je ne peux pas ramener monsieur Jules à la vie, je ne peux pas effacer ce que ma famille vous a fait. Mais je jure sur la mémoire de ma femme et de mon fils qui sont au ciel, je réparerai cette erreur, pas seulement envers vous, mais envers la mémoire de votre grand-père. » Marguerite a senti ses propres larmes couler sur ses joues. « Monsieur, je ne suis pas venu ici chercher vengeance. Je suis juste venu parce que j'ai reconnu le son du tracteur. Je voulais juste de l'aide parce que j'ai reconnu le son du tracteur. Je voulais juste de la nourriture et un appel. » Monsieur Sébastien a ri amèrement. « Vous avez demandé des miettes quand vous méritiez un festin. Vous avez demandé de la compassion quand vous méritiez du respect. » Il s'est redressé, essuyant son visage avec le dos de sa main. « Les 5 000 € que je vous ai promis sont à vous, mais ce n'est même pas proche de suffisant. » Il a sorti son portefeuille et a commencé à compter les billets. « 200 000 €, c'est le minimum que je peux vous offrir. »« Non, » dit Marguerite fermement, « je ne vais pas accepter votre argent, monsieur Sébastien. » Le patron s'est figé. « Quoi ? Je ne veux pas de votre charité. Je ne veux pas que vous me payiez par culpabilité ou par pitié. J'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui parce que mon grand-père m'a appris que les machines sont sacrées. Quand une machine tombe en panne, vous avez la responsabilité morale de la réparer si vous le pouvez. L'argent ne peut pas acheter ça. L'argent ne peut pas acheter ce que mon grand-père m'a donné. » Monsieur Sébastien l'a regardé comme s'il la voyait pour la première fois. « Alors que voulez-vous ? Dites-moi ce que je peux faire pour commencer à réparer le dommage que ma famille vous a causé. » Marguerite a pris une profonde inspiration. « Je veux travailler. Je veux que vous m'embauchiez comme mécanicienne dans ce domaine, pas par charité, mais parce que j'ai déjà prouvé que je sais ce que je fais. Je veux gagner ma place avec mes propres connaissances et mon propre effort. Et je veux... » Sa voix s'est émue un peu. « Je veux pouvoir prendre soin de mon père avec dignité, c'est tout. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à Moteur et Espoir, laissez un like et commentez d'où vous nous regardez. Votre soutien fait toute la différence. » L'ingénieur Marc Dubois s'est approché, la tête baissée. « Monsieur Sébastien, si vous me permettez de résumer, cette jeune femme a raison sur tout ce qu'elle a dit. Nous nous sommes concentrés sur les systèmes complexes et avons négligé les bases. Elle a un talent extraordinaire. Ce serait un honneur de travailler avec quelqu'un comme ça. » Monsieur Sébastien a lentement hoché la tête et son expression a changé. Il n'était plus l'homme dur et froid d'avant. Il était quelqu'un de différent, quelqu'un qui venait de se réveiller d'un cauchemar de 3 ans. « Marguerite Lefebvre, » dit-il d'une voix solennelle. « Je vous offre le poste d'ingénieur en chef des machines agricoles au domaine Les Vignes d'Or. Salaire, 5 000 € par mois, avec logement inclus pour vous et votre père à l'intérieur de la propriété, avec assistance médicale complète payée par le domaine. Et je promets que je créerai une fondation au nom de monsieur Jules Lefebvre pour que d'autres jeunes comme vous aient l'opportunité d'étudier et de travailler avec dignité. » Les applaudissements ont de nouveau éclaté. Mais cette fois, monsieur Sébastien applaudissait aussi, avec des larmes coulant encore sur son visage. Marguerite a regardé le ciel, où le soleil commençait à se coucher sur les vignobles, teignant tout d'orange et de doré, et pour la première fois en 8 mois, elle a ressenti quelque chose qu'elle avait oublié qui existait, l'espoir. « J'accepte, » murmura-t-elle. « J'accepte, monsieur Sébastien, et merci de me donner l'opportunité d'honorer la mémoire de mon grand-père. » 1 an plus tard,
Le domaine Les Vignes d'Or avait tellement changé qu'il semblait presque être un endroit différent. Pas dans son apparence physique, car les vignobles continuaient de s'étendre, verts et beaux, sous le soleil de Bordeaux, et la maison principale était toujours cet imposant bâtiment colonial, avec des murs blancs et des tuiles rouges. Non, ce qui avait changé était quelque chose de beaucoup plus profond, l'âme même de cet endroit. C'était un matin de mardi, et dans l'atelier mécanique du domaine, qui occupait maintenant un nouveau bâtiment de 400 mètres carrés, équipé de la technologie la plus moderne, Marguerite Lefebvre supervisait l'installation d'un système hydraulique révolutionnaire qu'elle avait elle-même conçu. Elle portait une combinaison bleue avec le nom brodé sur la poitrine. Ing. Marguerite Lefebvre, chef de machine. Ses cheveux, qu'elle portait maintenant courts à la hauteur des épaules, étaient attachés en queue de cheval pratique, et ses mains, bien que toujours calleuses du travail constant, n'avaient plus ces fissures profondes de quand elle vivait dans les rues. « Ma chérie, peux-tu me passer la clé de 18 mm » demanda une voix familière sous un tracteur. Marguerite a souri et a passé l'outil à son père, Monsieur Richard Lefebvre, qui s'était complètement rétabli de l'AVC. À 58 ans, Richard avait récupéré presque toute la mobilité de son côté gauche, grâce aux thérapies intensives que M. Sébastien avait payées sans hésiter. Maintenant, il travaillait aux côtés de sa fille dans l'atelier. Non pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce que, comme il aimait dire, un Lefebvre sans huile sur les mains est comme un poisson hors de l'eau. « Papa, rappelle-toi que les 5 nouveaux boursiers de la Fondation M. Jules arrivent aujourd'hui, » lui rappela Marguerite. « Ils vont avoir besoin de quelqu'un pour leur enseigner les bases des systèmes de transmission. » Richard est sorti de sous le tracteur, essuyant ses mains sur un chiffon. Ses yeux, de la même couleur marron que ceux de sa fille, brillaient de fierté chaque fois qu'il regardait Marguerite. « Ton grand-père serait tellement fier de toi, ma chérie, tellement fier. Tu as accompli en 1 an ce qui prend à beaucoup de vie pour changer, non seulement ton propre destin, mais celui de beaucoup d'autres. » Et c'était vrai. La fondation M. Jules Lefebvre, que M. Sébastien avait établie avec un don initial de 2 millions d'euros, avait déjà accordé des bourses d'études complètes à 25 jeunes défavorisés pour étudier la mécanique agricole, la mécatronique et les systèmes hydrauliques. 5 d'entre eux réalisaient maintenant leur stage professionnel au domaine Les Vignes d'Or, apprenant directement de Marguerite et de son père. Mais la plus grande transformation n'était pas dans les nouveaux bâtiments, ni dans les bourses d'études, ni dans les systèmes révolutionnaires. La plus grande transformation était en M. Sébastien Beaumont. Le patron qui était connu pour sa froideur et sa cruauté marchait maintenant dans les vignobles tous les matins, saluant chaque ouvrier par son nom, demandant des nouvelles de leur famille et écoutant leurs préoccupations. Il avait augmenté les salaires de tous ses employés de 30% et construit une clinique médicale à l'intérieur de la propriété où les ouvriers et leurs familles recevaient des soins gratuits. Ce matin-là, M. Sébastien est arrivé à l'atelier avec une expression que Marguerite avait appris à reconnaître, une émotion contenue, mélangée à une touche de nervosité. « Marguerite, avez-vous un instant ?» demanda-t-il avec cette courtoisie authentique qui caractérisait maintenant chacune de ses interactions. « Bien sûr, Monsieur Sébastien, de quoi avez-vous besoin ?» Le patron a sorti quelques plans roulés de sous son bras et les a étalés sur la table de travail. « Regardez, c'est un projet pour un nouveau système d'irrigation automatisé que je veux installer dans les vignobles du secteur nord. Mais avant d'embaucher les ingénieurs de la ville, je voulais que vous le révisiez. Vous comprenez ces machines mieux que n'importe qui d'autre. » Marguerite a senti un nœud dans sa gorge. 1 an auparavant, ce même homme l'avait appelée mendiante et l'avait menacée de prison. Maintenant, il lui demandait conseil comme si elle était la personne la plus importante du monde. « Je serais ravi de l'examiner, Monsieur Sébastien. Laissez-moi voir les plans cet après-midi et je vous donnerai mon avis détaillé demain. » Monsieur Sébastien a hoché la tête, mais il n'est pas parti. Il est resté là, les mains dans les poches, regardant autour de l'atelier avec une expression difficile à déchiffrer. « Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui, Marguerite ?»
demanda-t-il finalement. Elle a réfléchi un instant. Mardi 23 novembre. Il y a exactement 1 an, dit M. Sébastien à voix basse. Une jeune fille affamée et désespérée se tenait devant mon portail demandant de l'aide, et moi, dans mon arrogance infinie, dans mon aveuglement total, j'ai failli détruire la plus grande opportunité que la vie m'ait donnée. Marguerite a posé les outils qu'elle avait dans la main. « Monsieur Sébastien... » « Non, laissez-moi terminer, continua-t-il, ses yeux se remplissant de larmes. « Ce jour-là, vous n'avez pas seulement réparé un tracteur, vous avez réparé quelque chose qui était beaucoup plus détruit, mon âme. Après avoir perdu Isabelle et mon fils, j'avais décidé que le monde était un endroit cruel et que la seule façon de survivre était d'être plus cruel que lui. J'avais oublié tout ce que ma femme m'avait enseigné sur la bonté, sur voir les gens pour qui ils sont à l'intérieur. » Richard s'est approché silencieusement et a maintenant posé sa main sur l'épaule de M. Sébastien. « Monsieur Sébastien, vous avez fait plus pour nous cette année que nous ne pourrions vous rembourser en 10 vies. »« Non, » répondit le patron fermement. « Je suis juste en train d'essayer de rembourser une dette que ma famille avait envers vous, une dette de 25 ans de service loyal de M. Jules qui n'ont jamais été reconnus. Une dette de toute la souffrance que Marguerite a traversée dans ces rues quand elle aurait dû concevoir des systèmes hydrauliques dans un bureau confortable. » À ce moment-là, M. Arthur et d'autres ouvriers vétérans qui avaient connu M. Jules sont entrés dans l'atelier. Ils apportaient avec eux une grande bâche cachant quelque chose de rectangulaire. « Patron, Marguerite, Richard, » dit M. Arthur d'un ton solennel. « Nous, les ouvriers, voulions faire quelque chose de spécial pour commémorer cette année de changement. Nous avons tous contribué et avons réussi à réaliser ceci. » Ils ont retiré la bâche, et ce qui est apparu a fait que Marguerite a laissé échapper un souffle de surprise, portant ses mains à sa bouche. C'était une plaque en bronze montée sur du bois d'acajou, affichant une photographie de M. Jules que quelqu'un avait réussi à trouver. La plaque disait « Monsieur Jules Lefebvre, 1945-2024. Le meilleur mécanicien que cette terre ait jamais connu. Un maître qui enseignait avec patience, un homme qui travaillait avec honneur, un grand-père qui a légué la sagesse, et ses connaissances continuent de vivre dans les mains de sa petite-fille et dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connu. Les machines parlent, et il savait les écouter. » Marguerite n'a plus pu retenir ses larmes. Elle s'est approchée de la plaque et a touché la photographie de son grand-père avec des doigts tremblants. Sur l'image, M. Jules souriait, avec ce large sourire authentique dont elle se souvenait si bien. Ses mains étaient tachées d'huile et ses yeux débordaient de bonté. « Grand-père, murmura-t-elle, nous avons réussi. J'ai tenu la promesse que je t'ai faite. Tes connaissances ne sont pas mortes avec toi. Maintenant, je passe le flambeau à une nouvelle génération. Et ton nom, ton héritage, vivra pour toujours. » Monsieur Sébastien s'est approché et a posé sa main sur l'épaule de Marguerite. Ce n'était plus le geste d'un patron condescendant, c'était le geste d'un père pour une fille, d'un mentor pour une élève, qui avait dépassé toutes les attentes. « Marguerite, votre grand-père m'a enseigné quelque chose quand j'étais enfant que je n'ai jamais oublié, bien que pendant de nombreuses années, j'ai agi comme si je l'avais oublié. Il m'a dit « Mon fils, la vraie valeur d'une personne n'est pas dans son portefeuille ou son nom de famille. Elle est dans ce qu'elle est capable de faire avec ses mains et ce qu'elle garde dans son cœur. J'ai perdu de vue cette vérité pendant des années. Merci de me l'avoir rappelé. » Richard a serré sa fille dans ses bras et les ouvriers ont applaudi doucement, respectueusement, avec une affection authentique. Ce n'étaient pas les applaudissements tonitruants d'1 an auparavant quand Marguerite avait réparé le tracteur. C'était quelque chose de plus profond, la reconnaissance d'une famille qui s'était formée non par des liens de sang, mais par le respect mutuel et les valeurs partagées. À l'extérieur de l'atelier, le soleil brillait sur les vignobles du domaine Les Vignes d'Or. Le tracteur John Deere 8R410, la machine qui avait servi de catalyseur à tout cela, fonctionnait parfaitement dans les champs, maintenant géré par l'un des boursiers de la Fondation Monsieur Jules.
Et dans le vent qui soufflait doucement entre les vignes, si quelqu'un écoutait attentivement, on pouvait presque entendre la voix d'un vieux mécanicien sage disant « Les machines parlent, ma chérie. Il suffit d'apprendre leur langue. » Marguerite Lefebvre n'était plus une jeune fille affamée, errant dans les rues, avec un sac à dos d'outils. Elle était une ingénieure respectée, une enseignante pour la nouvelle génération, une fille qui avait honoré l'héritage de son grand-père d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et plus important que tout cela, elle était la preuve vivante que les vraies connaissances, le talent authentique et la dignité humaine trouvent toujours un moyen de briller, peu importe combien l'obscurité essaie de les éteindre. Parce qu'en fin de compte, mes amis, ce qui compte vraiment dans cette vie, ce ne sont pas les apparences, ni d'où vous venez, mais où vous allez. Ce ne sont pas les vêtements que vous portez, mais les connaissances que vous possédez. Ce n'est pas le pouvoir que vous avez, mais le respect que vous inspirez. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour admettre une erreur, pour changer, pour être meilleur. L'histoire de Marguerite et Monsieur Sébastien nous rappelle que nous méritons tous d'être vus pour qui nous sommes vraiment, et non pour les apparences. Le vrai pouvoir réside dans l'élévation des autres, pas dans leur abaissement. Et parfois, les leçons les plus importantes de la vie viennent des endroits les plus inattendus, des personnes que nous attendons le moins, dans les moments où nous en avons le plus besoin. N'oubliez pas de vous abonner à Moteur et Espoir, de laisser un like et de commenter d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires inspirantes avec vous. Merci de faire partie de notre communauté.